Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Direct. À la une ce soir, le malaise des psychologues. Ils manifestaient aujourd'hui dans toute la France et notamment à Nice pour dénoncer un manque de considération de leur profession alors que la crise sanitaire et la tempête Alex ont été source de beaucoup de problèmes psychologiques chez leurs patients. J-7 avant l'épreuve de philosophie du bac avec beaucoup moins de pression cette année pour les élèves de terminale. En cas de mauvaise note, c'est le contrôle continu qui comptera. Les lycéens de la région abordent les épreuves avec sérénité. Guillaume Néry ouvre une école d'apnée à Villefranche-sur-Mer. La Blue Néry Academy a pour ambition de faire découvrir cette discipline au plus grand nombre. Le double champion du monde d'apnée sera ce soir l'invité du Grand Direct. Ce n'est pas une profession qui descend très souvent dans la rue et pourtant aujourd'hui les psychologues ont dit leur ras-le-bol. La crise sanitaire mais aussi la tempête Alex ont entraîné un besoin important de consultation, mais ils considèrent que leur profession aujourd'hui n'est pas considérée à sa juste valeur. Ils s'opposent aussi à des mesures du Ségur de la santé et au chèque psy mis en place récemment pour les étudiants en détresse. Marie Guisto. Les psychologues en colère, comme partout en France aujourd'hui, ils se sont rassemblés à Nice devant l'hôpital Larcher. Ils estiment leur profession menacée. Dans leur viseur, l'arrêté du 10 mars 2021. Qui dénigre totalement notre autonomie, qui dénigre aussi le droit à vivre décemment de notre travail, puisqu'actuellement on veut nous rembourser des consultations par la sécurité sociale. Donc ça, sur le principe, on est très content, bien sûr, pour nos collègues qui travaillent en cabinet. Sauf qu'en fait, nos collègues ne peuvent pas pratiquer de dépassement d'honoraires dans ce cadre-là, ce qui est une aberration. Un arrêté qui met à mal, selon eux, le bon fonctionnement de leur pratique, notamment sur le temps des séances. Ils veulent limiter les temps de séance à 30 minutes, c'est-à-dire interdiction de dépasser 30 minutes. C'est juste pas possible 30 minutes. Tous ceux qui ont été suivis par un psychologue dans leur vie vont tout de suite comprendre que 30 minutes, c'est juste assez pour venir, commencer à se détendre un petit peu, pouvoir parler, et ça y est, c'est terminé. Les psychothérapies aujourd'hui, c'est au minimum 45 minutes. La plupart du temps, c'est 1 heure, et avec certaines techniques, c'est 1h30. Ces derniers mois, les psychologues ont vu de nouveaux patients arriver dans leur cabinet. La crise sanitaire, l'attaque terroriste de Notre-Dame ou plus récemment la tempête Alex ont entraîné un bond des problèmes psychologiques. Les psychologues, elles ont été aussi au premier front. Il faut savoir qu'on a subi les attentats, elles étaient là, ils étaient là. Il faut savoir qu'on a subi la pandémie de plein fouet, des familles endeuillées, des familles atteintes de maladies, des patients très lourds. Donc les psychologues ont joué tout leur rôle et aujourd'hui il n'y a pas de remerciement. Une autre revendication est au cœur de la manifestation, le chèque psy, instauré en janvier 2021. Il permet aux étudiants en détresse, nombreux avec l'interruption des cours cette année, de consulter gratuitement un psychologue. Dans ce contexte, ils ne se sentent pas considérés à leur juste valeur. D'un premier abord, je me suis dit tiens, je vais le faire. Clairement, on savait très bien qu'on allait perdre de l'argent avec leur histoire, parce que là aussi, pas de dépassement d'honoraires. Mais on s'est dit tiens, pour aider les étudiants, on veut bien s'inscrire. Mais c'est une machine à gaz, c'est n'importe quoi. Combien d'étudiants sont réellement voir les psychologues? Il y a des chiffres qui sont affichés, je ne me souviens plus exactement, vous pouvez aller voir, mais il y a des chiffres qui sont affichés, qui ont l'air très gros comme ça, mais au niveau national, mais c'est ridicule. C'est totalement ridicule, ça montre bien que ça ne fonctionne pas. Les étudiants n'y vont pas parce que c'est trop compliqué. Les principaux syndicats et les psychologues promettent de ne rien lâcher, eux qui se qualifient comme les oubliés du Ségur de la santé. Ils manifesteront de nouveau le 15 juin prochain auprès des autres professionnels de santé. J-7 avant l'épreuve du bac général de philo. La pression monte, mais un petit peu moins sûrement que les années précédentes. Cette année encore, c'est un baccalauréat chamboulé par la crise sanitaire. Seules 2 épreuves sont maintenues, la philo et le grand oral. Et encore, pour la philo, sera conservée la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve finale. Alors, dans quel état d'esprit les élèves de terminale abordent-ils ce bac si particulier? Réponse avec Claudia Olivier qui a rencontré une élève de Drappe, tout près de Nice. Du coup, Carla, tu l'avais lu, toi le livre de Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Préparer des fiches de lecture, réviser entre copines. À 1 semaine de la première épreuve du baccalauréat, celle de philosophie, Julia en classe de terminale travaille d'arrache-pied. Pourtant, pas de pression. Grâce au contrôle continu, tout est déjà joué pour elle. Ça reste une épreuve et un examen, donc on est forcément stressé. Enfin, en tout cas, moi, je suis quand même stressée parce que même je suis une personne plutôt stressée. Mais ce qui est rassurant, c'est quand même de se dire que la meilleure des notes entre le contrôle continu et l'épreuve sera prise. Donc comme j'ai eu des bonnes notes tout au long de l'année, ça ne devrait pas poser trop de problèmes.
Conséquence de la crise sanitaire, les terminales préparent seulement 2 épreuves en présentiel. Celle de philosophie et pour la première fois le grand oral. Des épreuves allégées car cette année a encore été perturbée avec beaucoup de cours à distance. Nous, notre professeur, elle a fait des visios, les cours, les jours où on n'avait pas cours. Et du coup, ça nous a quand même vachement aidé. Après, forcément, on n'a pas fait autant que si on avait eu cours tout le temps, toute l'année, tous les cours. Mais quand même, je pense qu'on a bien été préparés, surtout qu'il y a plus de sujets que les autres années. Malgré des épreuves en présentiel peu nombreuses, les principaux syndicats lycéens réclamaient un bac 2021 100% en contrôle continu, mais en même temps, ils redoutent un bac au rabais. Nous sommes la première génération à être en plein courant de la réforme Blanquer. Donc on va être un peu les cobayes de 2 situations. Donc il y a énormément d'angoisse, plus le décrochage massif qu'il y a pu y avoir, plus les inégalités déjà présentes. On craint vraiment un bac au rabais et surtout on souffre vraiment de ce manque d'accompagnement. L'autre nouveauté de la réforme du bac, c'est l'épreuve du grand oral qui débutera le 21 juin. Épreuve qui interrogera les 21 000 élèves de terminale de l'Académie de Nice sur l'une de leurs spécialités. Alors, on a entendu ce qu'en pensaient les lycéens, qu'en pensent les profs à présent. On en parle avec Annie Sadammiani. Bonsoir, vous êtes co-secrétaire académique du SNES-FSU à Aix-Marseille. Merci d'être avec nous ce soir dans le Grand Direct. Tout d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur la cohérence du choix de maintenir en présentiel cette épreuve de philo et du choix de faire le choix entre la note de contrôle continu et la note de l'examen final. Est-ce que tout cela est cohérent pour vous ? Alors bonsoir, merci de cette invitation. Rien n'est cohérent dans l'organisation du baccalauréat de cette année, que ce soit pour le grand oral, pour le maintien de l'épreuve de philosophie, pour les aménagements annoncés au fil de l'eau. Nous sommes dans l'impréparation la plus totale et c'est ce que notre syndicat, le SNES-FSU, dénonce depuis le mois de décembre, demandant des aménagements qui tiennent compte de la réalité d'enseignement de cette année, bien entendu, pour les élèves. Vous avez dit en début de sujet que les élèves étaient moins stressés que les autres années. Peut-être parce qu'effectivement, la prise en compte de la note de contrôle continu à la place de la note de l'épreuve terminale pour la philosophie peut faire un petit peu baisser la pression, mais c'est quand même faire peu de cas du travail qui a été fourni à la fois par les élèves et par les professeurs. Mais alors en résumé pour vous, quelle était la bonne solution, quel était le bon aménagement de ce baccalauréat 2021 ? Plus d'épreuves en présentiel ou davantage de contrôle continu, où fallait-il placer le curseur ? Alors, nous combattons l'idée d'un bac en contrôle continu sur le principe. Nous considérons que le bac doit être un diplôme national et que ça ne peut passer que par des épreuves terminales. Les tergiversations du ministère tout au long de cette année ont fait que, début juin, aucune solution n'était satisfaisante. Annuler les épreuves pour passer au tout contrôle continu était une façon de donner crédit justement à l'idée qu'il faudrait faire passer le bac en contrôle continu. Oui, ça c'est notamment ce que réclamaient certains syndicats lycéens. Dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile, à la fois pour les élèves et pour les professeurs. Encore une fois, vous imaginez les professeurs de philosophie qui vont corriger des copies en se disant qu'il y a une chance sur 2 pour que la note ne compte pas. Ça donne peu de crédit à leur travail. Alors, on a bien compris effectivement que pour vous, il y avait une rupture du principe d'égalité avec le contrôle continu. Est-ce que pour autant, malgré tout, vous n'en tirez pas parfois du positif du contrôle continu ? Et je m'explique, c'est-à-dire que parfois les élèves ont peut-être plus travaillé pendant l'année plutôt que de travailler en dernière minute en révisant l'examen. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses positives malgré tout à en tirer ? Le souci, c'est le moment où a été annoncé le passage au contrôle continu, en particulier pour cette année. C'est-à-dire que on ne travaille pas de la même façon, on n'évalue pas de la même façon sur une année entière lorsque on sait que des notes vont compter pour le contrôle continu et lorsque ce sont des notes qui sont destinées à faire progresser les élèves tout au long de l'année. Donc déjà, ça c'est une rupture dans notre façon de travailler. Et d'une manière plus générale, le contrôle continu, bien sûr, s'il a un côté motivant pour les élèves, ne garantit absolument pas l'égalité entre les territoires, entre les lycées, et cette année moins que d'habitude encore. Dans notre académie... Il y a un point, pardon de vous couper, mais il y a un point que j'aimerais vraiment avoir le temps d'aborder avec vous. Le bac, il a été chamboulé cette année encore par la crise sanitaire, mais il y a aussi la réforme du bac qui entre en vigueur avec pour la première fois le grand oral cette année. Je crois que votre syndicat, il dénonce aussi l'organisation de ce grand oral. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Alors, nous dénonçons non seulement l'organisation du grand oral pour cette année, qui s'inscrit dans le paysage global de désorganisation et d'impréparation, mais nous dénonçons surtout l'épreuve même de grand oral dont nous demandons la suppression depuis le début de la réforme du lycée, parce qu'il nous semble que c'est une épreuve qui est profondément inégalitaire et qui va chercher, je vais dire, les talents plus que la récompense du travail que les élèves ont pu effectuer au cours de leurs années de lycée et dans des conditions qui doivent être pour nous des conditions égalitaires. Là, on se trouve avec des élèves qui... Alors, premier point, pour la première génération qui passe le grand oral, ça leur est tombé dessus comme ça. Oui, il faut bien qu'il y en ait une première. Ils n'ont pas eu cette il faut bien qu'il y ait une première. Dans leur cursus. Et deuxième chose, il n'y a pas dans l'organisation des enseignements au lycée de temps destiné à la préparation du grand oral. Et on sait que la plupart des classes de lycée sont des classes à 35. Donc dans des conditions normales, préparer un oral à 35 en se fiant au fait que ce sont les élèves qui vont se débrouiller tout seuls et qui vont y aller au talent en consultant des vidéos en ligne recommandées par le ministère. Et d'autre part, pour cette année, les conditions d'enseignement en demi-jauge, comme on a dit, dans beaucoup d'établissements, ont fait que les élèves n'ont pas suivi leur scolarité dans des conditions ordinaires et que le grand oral, pour le coup, ajoute du stress au stress pour cette année. Merci Anis Adamiani du syndicat SNES-FSU à Aix-Marseille. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et puis la soirée va se prolonger de nouveau aujourd'hui. Hier soir, vous le savez, les restaurants ont fait le plein avec la reprise de la restauration en intérieur. Bilan auprès des établissements niçois au micro de Claudia Olivier. Écoutez. Très bien, c'est beaucoup mieux, c'est plus fluide dans le service. On prend le temps de s'occuper des gens. Et c'est moins la guerre au départ à 21h forcément parce que c'était très court. C'est sur un temps limité. Donc là, c'est un plaisir de recevoir les gens plus longtemps en terrasse et de s'occuper d'eux convenablement. On commence à avoir des chiffres d'affaires à peu près normaux. On attend bien sûr encore 3 semaines pour avoir une ouverture à minuit et demi comme on a l'habitude, enfin une fermeture à minuit et demi comme on a l'habitude. Et là, on pourra commencer à voir la normalité de la saison commencer. Des embouteillages dans les auto-écoles. Les cours de conduite sont pris d'assaut ces dernières semaines avec les périodes de confinement. Beaucoup d'élèves, en effet, ont pris du retard dans leur apprentissage de la conduite. Illustration du côté de Pégoma et à la Colle-sur-Loup avec Alexis Ricard. Et on ira direction Cannes. À l'approche de l'été, les heures de conduite deviennent très précieuses pour les élèves. Face à la demande exceptionnelle, les auto-écoles refusent du monde. En moyenne, il y a un délai d'attente d'1 mois. On s'en sort bien parce que dans certaines auto-écoles, c'est bien plus, donc ça va de 3 à 4 mois d'attente pour placer une première heure de conduite. Beaucoup de jeunes ont profité du confinement pour passer leur code en candidat libre. Ils arrivent donc en même temps dans les plannings de conduite. Une difficulté qui se répercute parfois jusqu'au passage de l'examen, soumis à un nombre de places prédéterminé et limité. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on essaye de rattraper le retard de l'année dernière et d'essayer d'avoir un peu plus de temps pour aussi accueillir les élèves qui ont eu leur code. Malheureusement, ça crée un bouchon énorme et manque d'inspecteurs, manque de places d'examen qui font qu'aujourd'hui, on arrive à saturation de tous les côtés. Que ce soit niveau planning ou niveau examen, on ne peut pas accueillir tout le monde. Morgane aurait assez de demandes pour embaucher un 3e moniteur à temps plein. Eh oui, c'est toujours ça, c'est le problème de l'offre et de la demande. Là, il y a beaucoup d'activités, du coup, il y a plus de moniteurs sur le marché, et puis on met des mois et des mois à trouver un enseignant. À noter que seul le permis B est pris d'assaut. La demande pour le permis moto, par exemple, reste stable. En bref, sur la Côte d'Azur, hier, plusieurs perquisitions visaient le maire de Èze, Stéphane Cherki, ainsi que des hôtels et des restaurants du village. Perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence, favoritisme et détournement de fonds publics. En cause, plusieurs opérations immobilières et des attributions de marchés publics par la municipalité. Nous sommes à 10 jours à présent du premier tour des régionales. Soirée électorale sur notre antenne, bien sûr, dès le premier tour. Puis le débat de l'entre-deux tours. Ça se passera ici, sur l'antenne d'Azur TV, qui deviendra prochainement 3 chaînes encore plus proches de vous. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Rendez-vous, vous le voyez, le jeudi 24 juin de 8h30 à 9h pour le débat de l'entre-deux tours. Il sera présenté par Jean-Jacques Bourdin. En attendant, on continue de vous faire découvrir les 9 têtes de liste de la région PACA et les enjeux de ce scrutin. Ce soir, Hervé Guerrera de la liste régionaliste Oui la Provence, il évoque les moyens pour le réseau ferroviaire.
Oui, un vrai réseau ferré régional parce qu'il y a urgence à proposer des alternatives à la voiture, urgence écologique, climatique et urgence économique, et aussi à gérer le fret. Moins de camions sur les routes, c'est aussi moins de pollution, moins de voitures, c'est moins de bouchons, du temps gagné. Et puis on dit non à la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur qui va passer les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes en pont-tunnel, qui va massacrer le vignoble varois et la biodiversité de la Sainte-Baume et qui va exploser le prix du mètre carré. C'est la conséquence de l'arrivée du TGV dans les villes, quand chez nous, des tas de jeunes ne peuvent pas se loger. Donc non à ces 22 milliards d'euros, parce qu'on sait très bien, ça part 22, ça va finir 30, et que si c'est investi là-dedans, ce sera au détriment du réseau secondaire dont on a un besoin urgent et au quotidien. Du théâtre, de la danse, une programmation hors les murs. Le Théâtre National de Nice a présenté sa programmation pour la nouvelle saison. C'est sûr, cette fois, la culture est bel et bien de retour. La directrice du TNN nous en dit plus. On a en ce moment une saison où on a récupéré tous les spectacles qu'on n'a pas pu montrer cet hiver. Donc on a 15 propositions et puis on va démarrer les contes d'apéro à partir du 1er juillet jusqu'au 15 août qui sont gratuits tous les soirs à 19h. Et à partir du 19 août, je mets en scène l'école des mères de Marivaux qui va partir se promener sur la côte. On commence au château à Nice et on va se promener Villefranche, Beaulieu, Aspremont et on part dans la vallée de la Roya. Et puis la saison prochaine, eh bien, on va proposer au public 46 spectacles différents, très diversifiés, autour du grand répertoire de l'Europe de la Méditerranée. C'est-à-dire, on fait un tour entre l'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce, avec des rendez-vous de théâtre d'abord, mais aussi de danse, de musique, pour que le TNN soit la cathédrale du grand répertoire de l'Europe méditerranéenne. C'est l'heure de l'invité du Grand Direct. Une école d'apnée a ouvert à Villefranche-sur-Mer. C'était déjà depuis longtemps un haut lieu de la plongée sous-marine. À présent, une école a donc ouvert ses portes, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle a été lancée par Guillaume Néry, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Néry, en bord de mer, forcément. Je rappelle évidemment que vous êtes double champion du monde d'apnée. Cette envie de lancer cette école, qu'est-ce qui l'a motivé pour vous? Qu'est-ce qui était important? Est-ce que c'était de démocratiser cette discipline? L'idée, c'était d'être dans le prolongement de tout ce que j'ai pu entreprendre depuis des années sur le développement des films, des courts-métrages qui avaient vraiment pour but d'amener un autre regard sur cette discipline auprès du grand public. Et l'idée, c'était d'aller au-delà de juste ce média image et de toucher le plus grand nombre pour amener vraiment les gens à aller dans l'eau et leur donner les meilleurs outils possibles pour appréhender ce milieu. L'idée, c'est pas de former des champions ou d'amener les gens à devenir des grands apnéistes. L'idée, c'est juste une invitation à se reconnecter à soi, à se reconnecter à l'eau, à la mer, qui est un élément fondamental de la vie et duquel on est capable de se reconnecter très rapidement. Alors Guillaume Néry, on voit en ce moment même à l'écran une de vos vidéos. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Il y a presque un côté artistique finalement dans ces vidéos. Quand vous dites je voulais changer un peu l'image de la discipline, pour vous, quelle image justement avait la discipline? Elle n'était pas bonne? De quoi il s'agissait? Non, je ne peux pas dire qu'elle n'était pas bonne, mais c'est vrai qu'on associait toujours l'apnée à la quête des records, à seulement le côté performance. Et je pense que le film Le Grand Bleu a joué un rôle dans le développement de cette image-là. Donc on doit beaucoup au Grand Bleu. Heureusement que Le Grand Bleu était là pour faire connaître cette discipline au plus grand nombre. Mais c'est vrai qu'après Le Grand Bleu, il y a eu des années et des années où on ne parlait d'apnée que quand un record du monde était battu. Or, l'apnée, c'est pas que ça. L'apnée, ça commence, juste derrière moi, il y a la mer, ça commence par retenir son souffle et descendre là à quelques mètres de profondeur et à découvrir la magie du monde sous-marin. Et je pense que les films qu'on a réalisés avec Julie Gauthier depuis 10 ans sont des films qui ne parlent pas de performance. Ce sont des films qui parlent du rapport et du lien que l'homme a avec l'eau.
C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir une attitude d'humain sous l'eau. C'est pour ça que dans ces images, on me voit marcher, on me voit courir, on me voit me retrouver comme un être humain qui évolue dans le milieu aquatique et non pas comme un plongeur ou comme un nageur. Et au travers de ces films, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés à la discipline, qui se sont dit « Ah, j'ai envie de faire, j'ai envie moi aussi d'essayer ». Là où, quand on regarde une performance qui est une tentative de record du monde ou un championnat du monde, on peut avoir une certaine distance. On peut se dire « Waouh, ce sont des champions, mais c'est pas pour moi ». Là où des images artistiques peuvent plus donner envie de franchir le pas. Et l'école Blue Neri Academy, elle a vraiment comme but de faire franchir ce cap, justement. Justement, à qui elle s'adresse? Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'il y a des limites d'âge, par exemple? Est-ce qu'il y a une condition physique minimum requise? Est-ce que tout le monde peut venir prendre des cours d'apnée? C'est justement ça, le message principal, c'est que oui, tout le monde, absolument tout le monde, peut venir et essayer et découvrir les sensations extraordinaires de la plongée en apnée. Tous les âges. Alors on commence à partir de 14 ans, parce que quand on est plus jeune, c'est pas vraiment de l'apnée qu'on peut pratiquer, mais c'est plutôt de la balade et de la randonnée palmée. Mais on va dire de 14 ans à aucune limite d'âge. Que l'on soit sportif, pas sportif, qu'on ait une bonne hygiène de vie, qu'on n'ait pas une bonne hygiène de vie, l'apnée est accessible à absolument tout le monde. Et comme je le disais tout à l'heure en préambule, la promesse, c'est pas de faire des champions d'absolument tous les pratiquants. L'idée, c'est de dire la magie de la sensation de la plongée en apnée, elle est accessible à tout le monde parce qu'elle se trouve juste là, à quelques centimètres sous la surface. Alors justement, vous parlez beaucoup de sensations. Comment vous décririez à quelqu'un qui n'a jamais fait d'apnée quel plaisir on a à en faire? Quelles sont ces sensations justement? Alors la plongée en apnée, c'est la reconnexion avec soi, c'est déjà se retrouver en tête-à-tête avec soi-même dans un grand moment de calme intérieur. L'apnée, c'est à un moment donné calmer l'agitation du mental, calmer l'agitation du corps et se retrouver dans une forme de sérénité. Le milieu aquatique est un milieu qui englobe et dans lequel tous les sens sont bouleversés. On va avoir des lumières qui sont complètement différentes, on va avoir un son qui est différent, on va avoir une vie qui n'est pas celle que l'on voit sur Terre et on est porté par l'eau. On ressent l'apesanteur, on ressent cette absence de gravité, donc on se sent léger. On peut vraiment complètement détendre son corps, détendre son mental. Et n'importe quelle personne qui essaye une séance d'apnée ressort de là en ayant l'impression d'avoir fait un espèce de grand voyage, une grande méditation. Et je pense que dans un monde qui est où tout va de plus en plus vite, où on est extrêmement sollicité, où on est soumis à un stress permanent, avoir ces parenthèses-là de liberté, ces parenthèses de calme, ces parenthèses d'apesanteur, ce sont des voyages qui sont extraordinaires et qui marquent en profondeur. Alors vous évoquez la méditation. Est-ce qu'on utilise des techniques de méditation, de yoga pour se préparer au plongée en apnée? Est-ce que ça va de pair? Alors oui, l'approche que l'on propose, nous, c'est justement une approche un peu transdisciplinaire, c'est-à-dire évidemment le cœur de ce que l'on propose, c'est d'aller dans l'eau et de ressentir le bonheur de l'élément aquatique, mais on a envie d'ouvrir aussi des perspectives sur toutes ces pratiques qui permettent d'être encore mieux dans l'eau, et notamment la méditation, l'initiation au yoga, des choses très simples dans le yoga qui permettent de se recentrer sur son corps, qui permettent de travailler la souplesse, le relâchement, et qui vont amener à être encore mieux dans l'eau. Et l'idée, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une hygiène de vie incroyable pour être apnéiste. Par contre, quand on devient apnéiste, on a envie d'adopter, on a envie de se rapprocher d'une hygiène de vie plus harmonieuse, plus en adéquation, plus en connexion avec l'eau, avec l'élément et avec soi. Alors, vous l'avez dit, l'idée n'est pas d'entrer dans la performance. On va quand même rappeler un de vos records du monde, 126 mètres en apnée. Pour un débutant qui commence à s'entraîner, après quelques cours, à quelle profondeur raisonnablement on peut espérer plonger avec une condition physique moyenne, on va dire? Il y a pas de, c'est difficile de donner des performances
Ça dépend de chaque personne, j'imagine. Chacun est différent, mais c'est vrai que de notre expérience, de mon expérience d'enseignant, déjà si on doit parler de temps d'apnée, j'ai pu essayer, expérimenter ces dernières années que n'importe qui, après quelques conseils de respiration, de relaxation et on va dire une mise en condition aussi psychologique pour enlever tous les a priori, n'importe qui est capable de tenir 2 minutes en apnée statique, c'est-à-dire retenir son souffle le plus longtemps possible. Donc la plupart des gens pensent qu'ils sont limités à 20 ou 30 secondes, qu'ils sont incapables de tenir plus longtemps. Et donc ça, c'est aussi une approche que l'on propose à notre académie, c'est d'enlever finalement toutes les barrières mentales, d'enlever tout ce que l'humain s'est construit comme limitation pour que chacun puisse révéler sa vraie nature aquatique. Et en termes de profondeur, si on appréhende les bases de la technique, et notamment la première limite, ça va être d'arriver à équilibrer la pression au niveau des oreilles. Et donc ça, voilà, tous les encadrants, les instructeurs de l'académie sont là justement pour prendre en charge cette problématique-là. Une fois que c'est maîtrisé, très rapidement, on va se retrouver dans la zone des 10 mètres, puis des 15 mètres. Et puis ensuite, une fois que tout ça se débloque, c'est vrai qu'il y a une infinité de possibilités qui s'ouvrent. Et au bout de quelques jours, à peu près tout le monde est capable de descendre à plus d'une vingtaine de mètres. Alors, grâce à vous et puis grâce à la culture populaire comme le Grand Bleu, la discipline a gagné en notoriété ces dernières années. Du coup, est-ce que ça oblige à faire davantage de prévention aussi sur les risques? Dire aux gens qu'ils ne peuvent pas forcément se lancer tout seuls à faire de l'apnée. Oui, bien sûr, c'était là où je voulais en venir. C'est de dire que tout ce que j'évoque là en termes de profondeur à atteindre, de temps qu'il est possible de réaliser en apnée, tout ça doit se faire de manière encadrée, de se faire dans des structures. C'est pour ça que nous avons créé aussi cette académie. C'était pour vraiment accompagner les gens qui ont l'envie mais qui pensent que c'est pas pour eux, pour leur proposer vraiment de les prendre par la main et de leur montrer que c'est possible, et surtout de leur montrer comment faire pour pas faire n'importe quoi. La règle numéro 1 de la pratique de l'apnée, c'est de ne jamais plonger seul. Alors nous avons créé, nous sommes en train de créer cette académie. Il existe, on a la chance d'avoir aujourd'hui partout en France des associations, des différentes écoles, différents instructeurs. Le sport se développe et on peut apprendre de plus en plus facilement auprès de plein de monde et dans tous les univers possibles, en piscine, en mer. Donc si certains écoutent ce moment, cette interview, et se disent je veux essayer aussi, évidemment on vous invite à venir vous rapprocher de nous. Ou alors, si vous ne pouvez pas bouger, que vous êtes dans une autre région, regardez chez vous. Il existe des structures pour pratiquer absolument partout. Et ça, c'est absolument fondamental. Ne jamais plonger tout seul. On a bien noté ce conseil de prudence, Guillaume Néry. Un mot sur le lieu, le choix du lieu, la rade de Villefranche. Alors c'est vrai que c'est déjà un lieu qui est connu des plongeurs dans la région. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu? Pourquoi plonger ici? La rade de Villefranche, c'est une zone bénie pour les apnéistes parce que on a beaucoup de profondeur très très proche du bord. Et la configuration de cette rade fait qu'elle est protégée de pas mal d'aléas météo. Donc, quelles que soient les conditions météo, à peu près toute l'année, on peut plonger dans des conditions sereines, calmes et en toute sécurité. C'est pour ça que dans les années 90, après le Grand Bleu, il y a toute une bande de passionnés qui a décidé de progresser en apnée. Et ça a été le début de l'école niçoise dans laquelle j'ai fait mes premières armes, qui m'a tout appris. Et cette rade de Villefranche a été vraiment le théâtre de beaucoup de championnats du monde. C'est là où j'ai battu 3 de mes 4 records du monde. C'est là où aujourd'hui je m'entraîne encore. C'est là où je vais participer à une compétition la semaine prochaine. Elle est un endroit privilégié parce qu'il y a les conditions géographiques et il y a l'énergie humaine qui permet de plonger. À ces projets-là. Et on comprend bien, oui, effectivement, Guillaume Néry, je suis obligée de vous couper, que c'est un lieu qui a beaucoup de sens pour vous. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir après l'ouverture de votre école d'apnée, la Blue Néry Academy, dans la rade de Villefranche-sur-Saône. Restez avec nous tout de suite, la seconde partie du Grand Direct. Pour vous informer au plus près de chez vous.
Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Dans l'actualité du Grand Direct ce soir, faut-il craindre une recrudescence des accidents de la route après une baisse inédite de la mortalité pendant la crise sanitaire? Le trafic routier a repris et avec lui, la triste succession des drames de la route. Le Var notamment a connu plusieurs accidents mortels ces dernières semaines. Premier bilan du couvre-feu repoussé à 23 h pour les restaurateurs. Hier soir, les établissements de Nice ont fait le plein toute la soirée et on va bien sûr remettre le couvert tout à l'heure. Et puis c'est l'exposition événement, les Rolling Stones au stade Vélodrome à Marseille, immersion garantie dans la vie des légendes du rock. Aujourd'hui, pour les premiers visiteurs que nous avons rencontrés, Philippe Manœuvre, parrain de l'exposition, est notre invité dans quelques minutes. C'est l'un des rares effets positifs de la crise sanitaire, la baisse historique de la mortalité routière. En 2020, un peu plus de 2500 morts l'année dernière, mais à présent, le trafic routier a repris et il laisse craindre une recrudescence des accidents. Le Var, notamment, a connu plusieurs accidents mortels depuis le début du mois. Marion Colangelo. Depuis plus d'un an, la vie de Tom a basculé. En janvier 2020, à bord de sa moto, le jeune homme de 24 ans est victime d'un grave accident de la route. Un camion de chantier qui a grillé un feu rouge et qui est venu me percuter donc du coup sur le côté de la moto au niveau de la roue avant. Et moi j'ai tapé son pare-brise, son capot et j'ai roulé à peu près sur 8 mètres. J'ai été admis à l'hôpital de Brignoles dans un premier temps. Et ensuite j'ai été héliporté sur la Chia Sainte-Anne à Toulon, où j'ai séjourné là-bas pendant un peu plus de 14 jours, dont 3 jours en soins intensifs, si je ne dis pas de bêtises. Un accident aux lourdes conséquences, plusieurs fractures ouvertes et quelques hémorragies internes. Le jeune pompier volontaire craint de ne jamais retrouver le poste qu'il avait avant l'accident. On a dû me recoudre le bout de l'annulaire. J'ai un doigt qui restera déformé à vie. Et la séquelle la plus handicapante, c'est que voilà, aujourd'hui, je ne peux plus avoir l'extension complète de mon bras. Et je garde encore pas mal de cicatrices que je garderai à vie. Et ça sera ancré, quoi. Le cas de Tom n'est pas un cas isolé. Chaque jour, la route fait de nombreuses victimes. Si ce nombre a fortement diminué durant les confinements successifs, les associations craignent aujourd'hui un rebond. Pour le déconfinement, forcément, il va peut-être y avoir des gens qui ne serait-ce, ils vont se dire, tiens, je veux profiter de la vie, donc je fais un peu ce que je veux, mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul sur la route. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Il ne s'agit pas non plus de leur donner des leçons, d'infantiliser tout le monde. Il s'agit seulement d'appeler à la responsabilité de chacun, tout simplement. Parce qu'en 1 millième de seconde, la vie peut basculer totalement. En 2020, les accidents de la route ont fait 11 morts au mois de juillet dans le Var. La colère des psychologues qui manifestaient aujourd'hui, la crise sanitaire mais aussi la tempête Alex ont entraîné un besoin important de consultation. Ils considèrent que leur profession aujourd'hui n'est pas suffisamment considérée. Ils s'opposent aussi à des mesures du Ségur de la Santé et au chèque psy mis en place récemment pour les étudiants en détresse. Écoutez-les au micro de Marie Guisto. Ils veulent limiter les temps de séance à 30 minutes, c'est-à-dire interdiction de dépasser 30 minutes. C'est juste pas possible 30 minutes. Tous ceux qui ont été suivis par un psychologue dans leur vie vont tout de suite comprendre que 30 minutes, c'est juste assez pour venir, commencer à se détendre un petit peu, pouvoir parler et ça y est, c'est terminé. Les psychothérapies aujourd'hui, c'est au minimum 45 minutes. La plupart du temps, c'est 1 heure et avec certaines techniques, c'est 1h30. Les psychologues, elles ont été aussi au premier front. Il faut savoir qu'on a subi les attentats, elles étaient là, ils étaient là. Il faut savoir qu'on a subi la pandémie de plein fouet, des familles endeuillées, des familles atteintes de maladies, des patients très lourds. Donc les psychologues ont joué tout leur rôle et aujourd'hui, il n'y a pas de remerciement.
Les psychologues en colère, ils manifestaient aujourd'hui, vous venez de les entendre. On va parler à présent de la soirée qui se prolonge de nouveau ce soir jusqu'à 23h. Hier soir, les restaurants ont fait le plein avec la reprise de la restauration en intérieur. Bilan auprès des établissements niçois avec Claudia Olivier et Marie Guisto. Il est 23h et c'est la fin de soirée pour cette serveuse. Pour cette troisième étape du déconfinement, les Niçois étaient au rendez-vous. Un vrai plaisir pour Margot. Très bien, c'est beaucoup mieux, c'est plus fluide dans le service. On prend le temps de s'occuper des gens. Et c'est moins la guerre au départ à 21h forcément parce que c'était très court. C'est sur un temps limité. Donc là, c'est un plaisir de recevoir les gens plus longtemps en terrasse et de s'occuper d'eux convenablement. Avec un couvre-feu décalé à 23h, les Niçois ont pu profiter de la soirée un peu plus longtemps. Ça s'est bien passé, on s'est amusé. On est content que le couvre-feu soit reporté à 23h, donc ça nous permet de nous amuser un peu plus. Dans l'ensemble, on a été plutôt content de pouvoir retrouver l'ouverture des terrasses et l'intérieur des restaurants. Mais après, c'est toujours difficile de se faire virer à un moment donné, mais on sait très bien que ça va revenir très vite à la normale, donc pas trop de soucis là-dessus. L'autre nouveauté de la soirée, les restaurateurs ont pu accueillir les clients à l'intérieur de leur établissement avec un protocole sanitaire strict et faire donc plus de couverts et un meilleur chiffre d'affaires. On commence à avoir des chiffres d'affaires à peu près normaux. On attend bien sûr encore 3 semaines pour avoir une ouverture à minuit et demi comme on a l'habitude, enfin une fermeture à minuit et demi comme on a l'habitude. Et là, on pourra commencer à voir la normalité de la saison commencer. L'autre date clé attendue par les restaurateurs, c'est le 30 juin, date à laquelle ils pourront utiliser 100% de la capacité de leur salle. Le couvre-feu sera également supprimé ce soir-là. Et puis sachez que le groupe AXA France va débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros pour indemniser 15 000 restaurateurs sur le territoire. Le groupe était visé par 1500 procédures judiciaires des restaurateurs qui estimaient que leur perte d'exploitation due à la crise du Covid devait être couverte par l'assureur. Nous sommes à 10 jours du premier tour des régionales, soirée électorale sur notre antenne bien sûr le soir du premier tour, puis le débat de l'entre-deux tours. Ça se passera ici sur l'antenne d'Azur TV qui deviendra prochainement 3 chaînes encore plus proches de vous. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Rendez-vous donc, vous le voyez, le jeudi 24 juin de 8h30 à 9h30 pour le débat de l'entre-deux tours. Il sera présenté par Jean-Jacques Bourdin. En attendant, on continue de vous faire découvrir les 9 têtes de liste de la région PACA et les enjeux de ce scrutin. Écoutez Isabelle Bonnet pour Lutte ouvrière. Nous sommes plus que revendicatifs, nous sommes révolutionnaires. Nous pensons qu'il faut exproprier justement ces groupes capitalistes qui tiennent en main toute l'économie et qui la font fonctionner en fonction de la seule loi du profit. Donc nous remettons vraiment tout ça en cause. Moi j'ai entendu M. Félizia expliquer qu'il allait s'adresser au monde économique, mais vous savez, quand on parle du monde économique, de qui on parle? Des entrepreneurs, des patrons. Vous pensez qu'il n'y a pas de compromis à faire? Non. Moi, je pense que la société, elle est divisée en classes sociales. Il y a d'une part ceux qui essayent de vivre dignement de leur travail, et puis de l'autre côté, il y a le camp des exploiteurs. Et moi, que ce camp des exploiteurs, des milliardaires, deviennent encore plus riches dans cette période, vraiment, ça me révolte et ça me scandalise. En bref, plusieurs perquisitions ont visé hier le maire de Èze, Stéphane Cherki, ainsi que des hôtels et des restaurants du village. Perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence, favoritisme et détournement de fonds publics. En cause, plusieurs opérations immobilières et des attributions de marchés publics par la municipalité. Des embouteillages dans les auto-écoles. Les cours de conduite sont pris d'assaut après les périodes de confinement. Beaucoup d'élèves ont pris du retard dans leur apprentissage de la conduite. Vous allez le voir avec ce reportage à Pégoma et à la Colle-sur-Loup, signé Alexis Ricard. Et on ira direction Cannes. À l'approche de l'été, les heures de conduite deviennent très précieuses pour les élèves. Face à la demande exceptionnelle, les auto-écoles refusent du monde. En moyenne, il y a un délai d'attente d'1 mois. On s'en sort bien parce que dans certaines auto-écoles, ça va... C'est bien plus, donc ça va de 3 à 4 mois d'attente pour placer une première heure de conduite. Beaucoup de jeunes ont profité du confinement pour passer leur code en candidat libre. Ils arrivent donc en même temps dans les plannings de conduite. Une difficulté qui se répercute parfois jusqu'au passage de l'examen, soumis à un nombre de places prédéterminé et limité. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on essaye de rattraper le retard de l'année dernière et d'essayer d'avoir un peu plus de temps donc, pour aussi accueillir les élèves qui ont eu leur code. Malheureusement,
ça crée un bouchon énorme et manque d'inspecteurs, manque de places d'examen qui font qu'aujourd'hui, on arrive à saturation de tous les côtés. Que ce soit niveau planning ou niveau examen, on ne peut pas accueillir tout le monde. Morgane aurait assez de demandes pour embaucher un 3e moniteur à temps plein. Eh oui, c'est toujours ça, c'est le problème de l'offre et de la demande. Là, il y a beaucoup d'activités, du coup, il y a plus de moniteurs sur le marché, et puis on met des mois et des mois à trouver un enseignant. À noter que seul le permis B est pris d'assaut. La demande pour le permis moto, par exemple, reste stable. Le blocage du théâtre de la Criée a pris fin à Marseille. Après plus de 2 mois d'occupation, les intermittents protestent contre la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au 1er juillet. Les syndicats espéraient d'ailleurs obtenir aujourd'hui sa suspension devant le Conseil d'État. C'est le cas aussi de ce comédien qui occupait le théâtre de la Criée. Écoutez-le. On espère qu'elle soit abrogée purement et simplement. Après ça, on en doute. On pense qu'il va y avoir une bagarre encore à mener à la rentrée. Et déjà, du coup, dans un premier temps, le petit espoir qu'on a, c'est que ce soit repoussé pour gagner encore du temps et repartir sur une lutte à la rentrée, quoi. Ce qu'on dénonce, c'est une attaque, une casse de nos droits sociaux. C'est 1,7 million de personnes qui vont voir leurs allocations diminuer. C'est 17% en moyenne d'allocations qui diminuent. Pour une allocation de 900 € avant cette réforme, on passe à 600 €. C'est la Constitution, c'est la pression qui est mise sur les travailleurs précaires pour accepter des boulots de merde et pour agrandir l'armée de réserve du capital. À retenir dans l'actualité ce soir, le malaise des psychologues. Ils manifestaient aujourd'hui dans toute la France et notamment à Nice pour dénoncer un manque de considération de leur profession alors que la crise sanitaire et la tempête Alex ont été la source de beaucoup de problèmes psychologiques chez leurs patients. J-7 avant l'épreuve de philosophie du bac, avec pas mal de pression en moins cette année pour les élèves. En cas de mauvaise note, c'est le contrôle continu qui comptera. Les lycéens de la région abordent le bac avec un peu plus de sérénité que les autres années. Faut-il craindre une recrudescence des accidents de la route? Après une baisse inédite de la mortalité pendant la crise sanitaire, le trafic routier a repris et avec lui une triste succession de drames de la route. Le Var, notamment, a connu plusieurs accidents mortels ces dernières semaines. C'est l'exposition événement. Les Rolling Stones au Stade Vélodrome à Marseille, immersion garantie dans la vie des légendes du rock aujourd'hui pour les tout premiers visiteurs, visite guidée avec Valentin Rodriguez. Comme s'ils y étaient. Dans une rétrospective immersive de leur carrière, les 4 légendes des Rolling Stones dévoilent de nombreux objets inédits issus de leur collection personnelle pour le plus grand bonheur des fans. Ça reste mythique, c'est impressionnant de voir tout ça en vrai, de voir des choses écrites de leurs mains au tout début de leur carrière. C'est assez magique, vraiment, je recommande cette expo. Important de voir qu'ils sont toujours là, c'est comme le seul groupe qui est toujours là depuis ces années-là, donc ça me fait toujours quelque chose. Un petit pincement au cœur parce que l'aventure va bientôt se terminer, malheureusement, mais leur musique reste. Instruments, costumes iconiques, vidéos de concerts, mais aussi des reproductions grandeur nature de leur studio d'enregistrement. Tout est réuni pour cette exposition unique en France. Il y a 400 objets de la collection personnelle des Rolling Stones. C'est vraiment des objets qui leur appartiennent ou qu'ils n'ont jamais montrés. Il y a des instruments, il y a des carnets, il y a tout un tas d'objets. Et en fait, tout ça est magnifié et scénographié. Et c'est ça la magie aujourd'hui de la technologie. C'est qu'on arrive avec des murs d'images, des écrans à avoir des choses immersives. Après 4 concerts dans la cité phocéenne, les Rolling Stones font leur retour au Stade Vélodrome de Marseille, lieu symbolique dans l'histoire du groupe. La dernière fois qu'ils ont joué en France, c'était ici en 2018. Là, dans ce stade, juste derrière moi, on a eu ce magnifique concert des Rolling Stones. C'était le dernier en France. Et on est super fiers et super contents de les avoir. C'est la date unique, une date unique en Europe. Après, l'exposition part au Canada. Donc, c'est vraiment une chance énorme de la voir cet été pendant 3 mois. Ouverte 7 jours sur 7, l'exposition est présente jusqu'au 5 septembre prochain. Philippe Manœuvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le parrain de cette exposition exceptionnelle The Rolling Stones Unzipped au Stade Vélodrome. Alors on est déjà assez convaincus par ce qu'on a aperçu dans le sujet, mais pour vous, pourquoi il faut impérativement aller voir cette expo ?
Parce qu'on est au plus près des Rolling Stones, vous voyez, c'est quand même un groupe qui nous tient à cœur, hein. On a leurs chansons dans notre ADN, enfin je parle des baby-boomers, des gens un peu de mon âge, et c'est vraiment un groupe important pour nous, parce qu'ils étaient un peu en rébellion, mais ils le faisaient à l'image de leur logo, là, leur grosse langue rouge, c'était quand même assez comique, ils perdaient pas leur sens de l'humour, et c'est ça je crois qui nous a beaucoup plu, quoi. Et puis donc, on rentre dans cette exposition où j'expliquais à vos reporters, moi ça fait une semaine que j'y suis, et donc on faisait les derniers réglages, et je me baladais au milieu de ces costumes, au milieu de ces guitares, ces instruments, de ces pochettes, et c'était fantomatique, quoi, en même temps, mais c'est magnifique, parce qu'aujourd'hui il y avait le public, et ça s'est mis à vivre, quoi. Tout était animé, les gens adorent, c'est vraiment une exposition immersive et explosive. On sort de là bouleversé, quoi, avec la musique qui finit par le concert de la Havane. On se retrouve dans un espèce de multi-écran. On a l'impression d'être sur scène avec eux. Et finalement, c'est ce qu'on peut rêver de mieux. Oui, on ne voit pas seulement des objets, on entend aussi la musique des Rolling Stones dans cette expo. Ah oui, mais oui, absolument. C'est une exposition où il y a beaucoup de sons. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller à une exposition et avoir un petit guide dans les oreilles qui leur explique ceci, cela. Là, c'est pas pareil. Vous arrivez et bam, vous avez la musique des Rolling Stones immédiatement qui vous prend en tripes. Quand ils sont dans leur petit taudis, leur petit gourbi au tout début, qu'ils habitent ensemble pour la première fois, ils ont 19 ans, ils apprennent à jouer le blues. On entend les musiques blues qu'ils écoutent dans leur appartement. Quand on arrive au studio olympique, on entend les Sympathy for the Devil, et il y a même des plaques interactives qui vous permettent de remixer les chansons des Rolling Stones. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre une chanson des Rolling Stones, et vous, en jouant avec les curseurs, vous pouvez enlever la guitare, en rajouter, enlever la voix, enfin remonter les chœurs. Donc c'est vraiment, les gens s'amusent, voilà, et c'est un bon moment, plein d'humour, plein d'esprit, plein d'ironie avec les Rolling Stones. Alors vous dites ça parle beaucoup aux baby-boomers, d'ailleurs on l'a vu dans le sujet, hein, pas mal de gens de cette génération, mais du coup c'est aussi peut-être l'occasion d'y emmener les enfants, voire les petits-enfants, pour leur faire découvrir aussi les Rolling Stones. Mais absolument, moi je reviens à Marseille avec mes enfants qui ont 9 ans et 4 ans, et je peux vous dire que début août, je serai là à nouveau avec ma petite famille, et je vais leur présenter les Rolling Stones comme ils auront jamais vu, quoi. Je me dis c'est un fabuleux moyen de les faire rentrer dans la musique. Moi, mon fils, il adore Painted Black. Il a 9 ans, il chante Painted Black très très bien. Donc, je vais lui dire, tiens, on va aller voir ce groupe dont la musique t'a un peu plu, tu vas voir ce que c'était. Et je pense que, ouais, c'est un truc étonnant, c'est comme un voyage dans le temps, quoi, parce qu'on est face à des vêtements de 1969, 75. C'est des choses qu'on a vues des centaines de fois en photo, parce qu'à l'époque des Rolling Stones, il n'y avait pas Internet, et donc les seules informations, c'était les journaux comme Salut les copains ou Rock et Folk, et les pochettes de disques. On regardait comment les Rolling Stones s'habillaient, et après, bonne chance pour trouver des bottes en serpent à Chalon-sur-Marne. Alors vous parlez justement de ces objets, parce que c'est aussi une vraie performance, cette rétrospective. Il y a 400 objets qui ont été rassemblés. Rien que ça, c'est une performance. Oui. Bah oui, il y a les petits carnets de travail du groupe, et on voit que c'est en fait, on s'est un peu moqué de nous. On nous a vendu la légende des Rolling Stones, les dandys du blues avec leurs drogues et leurs copines. Et puis en fait, quand on s'approche un peu et qu'on regarde en profondeur, c'est des gros travailleurs. Quand ils sont pas en train d'enregistrer un disque, ils partent en tournée, ils règlent une pochette, ils font une séance photo. Enfin, on a l'impression que pendant ces 59 années de règne des Rolling Stones, ils n'ont jamais arrêté de travailler, de fabriquer des nouvelles scènes absolument démentes. Ça, c'est très touchant. C'est à la fin, dans l'avant-dernière salle, il y a toutes les maquettes des dernières tournées des Rolling Stones. Voodoo Lounge, Bridges to Babylon, toutes celles qui sont passées à Marseille, hein, au stade derrière moi. Les 3 dernières tournées, grosses tournées des Stones, on voit les maquettes qui ont servi à faire le décor, un décor colossal avec une scène de 60 mètres de long sur laquelle Mick Jagger doit courir, monter des escaliers, descendre. Enfin, c'est vraiment c'est fascinant, parce que quand on voit ça, on se dit c'est pas étonnant qu'ils soient les number one. Ils travaillent vraiment beaucoup et ils se préoccupent de leur légende. Mais alors Philippe Manœuvre, ça veut dire quoi? Ils travaillaient énormément, mais ça veut dire que leur vie était beaucoup moins rock'n'roll que ce qu'on imagine? Ben moi je le pense. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils... Ça va casser le mythe alors. Non mais ça va pas casser le mythe aujourd'hui. Vous savez, ils ont fait le boulot, ils ont écrit les chansons, ils ont donné les concerts. Vous voyez, le reste n'a pas d'importance, quoi. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire. Rendez-vous compte, les Beatles, ça a duré 10 ans.
Led Zeppelin, 11 ans. Pink Floyd n'existe plus, les Doors sont tous morts sauf le batteur. Alors ouais, on est là et tous ces groupes adorables, adorés, ils sont plus là, il en reste plus qu'un, des Rolling Stones qui avaient cette envie de s'inscrire dans l'histoire, quoi, en fait. Et c'est l'année prochaine, en 2022, ça va être le grand anniversaire, les 60 ans des Rolling Stones. Alors, les Rolling Stones, c'est du spectacle, c'est de la musique, mais c'est aussi un vrai spectacle sur scène. Hein. C'est aussi cette exposition, l'occasion de plonger dans leur dressing. Et il y a aussi, on revoit des pièces incroyables portées pendant les concerts. Oui, surtout il y a la robe de Mick Jagger, et quand il avait donné le fameux concert à Hyde Park en 1969, il était arrivé avec une espèce de robe. C'est 4 ans avant que David Bowie fasse ça en pochette d'un album, et les gens étaient fascinés, quoi. Tout le monde, c'était la fin des années 60, et ça paraissait incroyable, un homme avec une robe, et il l'a fait. Il a été le premier. Et en 80, quand les Stones se mettent à tourner dans les stades américains, parce que le Madison Square Garden, il faudrait qu'ils y restent 15 jours pour satisfaire la demande. Alors ils font 3 stades à New York, 3 stades à Chicago, et là Mick Jagger commence à s'habiller comme un baseballeur, et avec des vêtements de sport. Et je me souviens, à l'époque, toute la nation rock était choquée, mais comment ose-t-il, comment on peut faire ça aujourd'hui, les tenues de sport, il y en a partout autour de moi, dans la rue, on voit plein de gens avec des t-shirts de l'OM, et c'est formidable. Oui, c'est ça qu'aujourd'hui on ne mesure peut-être pas très bien, c'est le caractère subversif qu'avaient les Stones à l'époque. Quand ils ont fait ça, voilà, ils ont inventé des choses à des époques où il fallait le faire. Ils étaient les représentants d'une génération, et d'une génération un peu rebelle, qui voulait secouer les vieilles habitudes des années 40-50, qu'on avait marre qu'on leur parle sans arrêt de la guerre, et qui voulaient un peu s'éclater, quoi. Et les Rolling Stones proposaient tout ça. Et en plus, ils n'ont pas de période affreuse. À peu près tous les groupes, il y a une période où soit ils ont des barbes, des moustaches, des vêtements qui vont pas du tout. Il faut cacher. Les Stones, pas du tout. Il y a toutes les époques, et toutes les époques, on se dit, wow, c'était quand même des dandys. Ils avaient le sens du dressing. On aurait bien aimé être habillés comme eux. Oui, ça a toujours marché finalement pour les Stones. Au niveau musical, qu'est-ce qui à l'époque révolutionnait la musique? En quoi c'était une rupture, la musique des Stones? C'était un groupe. Voilà, c'était un groupe, ils ont inventé le concept de groupe un peu juste après les Beatles. Et eux, c'est un groupe différent des Beatles. C'est un groupe de guitare. Les Beatles, c'est un groupe vocal. Les Stones, c'est un groupe qui vous donne de la guitare. Il y a Keith Richards, Brian Jones, après il y aura Mick Taylor, aujourd'hui Ronnie Wood. C'est les guitaristes des Stones. Et tous les guitaristes autour de la planète connaissent la façon de jouer de Keith Richards, qui avait enlevé la 6e corde et qui va inventer un open tuning qui lui permettait de jouer encore plus fort, encore plus violent, de creuser le riff. Donc ils ont inventé des choses, et puis surtout ils ont proposé un mélange de blues et de rock'n'roll qui est absolument irrésistible, quoi. C'est ça qui est magnifique. Ils sont inspirés de très anciennes musiques. Le blues, ça avait un siècle. Alors on peut se poser la question, se dire, mais qu'est-ce qu'a pris des adolescents anglais de 1961 de s'intéresser à une musique qui datait de 1926, Amérique, Arkansas? Comment s'est faite la connexion? On ne saura jamais. C'est le mystère des musiques. Elles voyagent. Et puis eux, ils étaient un groupe, ils avaient des gros amplis. Donc quand ils se sont mis à jouer du blues ou du rock'n'roll, c'était un son totalement novateur. Et les gens n'arrivaient pas à s'en rassasier. Le son des Rolling Stones, ça fait courir les foules, hein. Chaque fois qu'ils jouent à Marseille, c'est complet, hein. Donc le succès des Stones, effectivement, encore aujourd'hui, il ne se dément pas. Quelle influence ils ont eu, les Stones, sur le monde de la musique? Il y a eu plein de petits frères des Rolling Stones. C'est qui les petits frères des Rolling Stones? Les Black Crowes, Oasis, ça on peut dire que c'est les petits frères des Rolling Stones. C'est des gens qui idolâtrent les Stones, qui reprennent les morceaux des Stones en concert, qui donneraient qui leur vie pour les Rolling Stones, qui adorent les Rolling Stones, qui ont appris à jouer la musique en écoutant les disques des Stones, comme les Stones ont appris à jouer en écoutant Muddy Waters. Aujourd'hui, vous avez des gamins modernes qui écoutent Painted Black et qui essayent de le refaire à leur nouvelle manière. Puis on peut dire que tout le mouvement punk, les Stones l'avaient anticipé avec leur attitude rebelle. Souvenez-vous du premier slogan, est-ce que vous laisseriez votre fille sortir avec un Rolling Stone? Et donc, c'est un peu punk comme attitude, c'est leur façon de choquer le bourgeois. Voilà, ils ont un peu inventé le punk, et puis ils ont réussi à rester. Ils ont eu beaucoup de chance, et ils ont eu beaucoup de succès aussi, ça aide quand vous voulez
tenir longtemps, avoir du succès comme les Rolling Stones, savoir que toutes les salles autour de la planète sont pleines pour vous accueillir, ça aide beaucoup. Et cette expo, c'est aussi un témoignage finalement de la grandeur des Stones. Hein. Juste 2 chiffres, les Stones, c'est 240 millions d'albums vendus et plus de 1500 concerts dans le monde. C'est quelque chose qui est égalé par d'autres groupes. Non, enfin, il y a eu... C'est presque sans égal. Les Beatles, il y a des groupes qui ont vendu énormément d'albums, comme les Eagles, comme AC/DC, mais les Stones, c'est une énorme longévité, et c'est aussi 48 millions de spectateurs qui sont venus voir leurs concerts depuis 1962, le premier concert au Marquis Club, jusqu'à 2018, quand ils étaient encore au Vélodrome. En tout, c'était 48 millions de spectateurs. Donc, c'est assez unique dans l'histoire du rock. À ce stade, ils sont dans une catégorie à part, avec Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones, voilà. Alors là, Philippe Manœuvre, vous vous trouvez au stade Vélodrome, c'est là que se trouve l'exposition. Pourquoi ce lieu ? Oui. Parce que c'est amusant, je trouve. D'abord, le stade Vélodrome, c'est pas moi qui ai décidé de faire l'expo là, hein, mais c'est le stade Vélodrome qui a trouvé que ça serait les gens du stade Vélodrome, Martin d'Argentlieu, que vous interviewez tout à l'heure, a trouvé que ça serait une bonne idée de faire l'exposition au stade, puisque d'abord c'est un stade qui est au milieu d'une ville. Il n'est pas éloigné de 30 km comme à Paris, il faut faire 23 km pour aller au stade. Ici, il est là, le stade, il y a une station de métro, on peut y aller. Et donc, c'est amusant de se dire, tiens, ça va devenir cet endroit où les Stones ont joué 3 fois. On va réinstaller l'exposition dans les salons du stade. Alors, on a eu des contraintes, on a eu des petits trucs il a fallu travailler, inventer un nouveau parcours, redessiner toute l'exposition. Mais ça a été fait et je crois que c'est une belle réussite. Merci beaucoup Philippe Manœuvre d'avoir été en direct avec nous ce soir. Vous êtes le parrain donc de cette exposition fabuleuse de Rolling Stones Unzipped au stade Vélodrome. Tout ça nous a donné vraiment envie d'aller la voir. Tout autre chose, à présent, on vous parlait hier de la réouverture des salles de sport. Eh bien, vous serez nombreux à reprendre une activité physique dans les jours et les semaines qui viennent. Peut-être même faites-vous partie de ceux qui n'ont jamais vraiment arrêté. À Nice, un hôtel accueille depuis plusieurs mois déjà des cours de yoga et de pilates. Allez, c'est parti pour un reportage tout en souplesse de Sébastien Serrano. Quand tu vas en arrière, ne relâche pas la tête en arrière, d'accord ? Garde ton menton comme ça. Voilà. Un cours de pilates dans le patio d'un hôtel du centre-ville de Nice. La scène est devenue habituelle. Depuis plusieurs mois, les professionnels du tourisme s'adaptent aux besoins de leurs clients et le sport en fait partie. Il faut toujours se réinventer. Il faut toujours essayer de trouver des nouveautés pour nos clients et c'est ça qui nous motive. On garde l'essence de notre métier sur le cœur de l'accueil. L'accueil, ça passe aussi par trouver des activités et des choses nouvelles pour nos clients. Des clients qui, pendant cette crise sanitaire, se sont beaucoup tournés vers les activités physiques. 59% des Français disent avoir fait du sport pendant le confinement. Aujourd'hui, ce besoin perdure et les Azuréens comptent bien surfer sur la vague des bonnes résolutions. La crise a eu un impact puisqu'on a pris conscience du bien-être pour le corps et forcément les gens se retournent de plus en plus vers ça. Ils ont souvent découvert ça aussi avec le confinement en vidéo. Et du coup, ils viennent essayer maintenant en présentiel parce que c'est quand même plus agréable. C'est-à-dire qu'on sort d'une période où on a été un peu frustré, on n'a pas eu cette liberté de pratiquer comme on voulait, et d'autant plus en plein air et en collectif. Et là, le fait de se retrouver vraiment dans un environnement agréable, en extérieur, en pleine nature, accompagné aussi pour corriger les postures, et puis partager un bon moment, vraiment ça change tout et ça fait beaucoup de bien. Le sport comme vecteur de bien-être est aussi un véritable enjeu de santé. Dans ce centre, des éducateurs sportifs alertent sur la sédentarité, ennemi numéro 1 pendant cette crise sanitaire. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a une augmentation significative de la sédentarité, notamment à cause du phénomène de télétravail. Donc les recommandations nous disent de faire des pauses actives de 2 minutes toutes les 90 minutes en temps normal, mais avec la crise sanitaire, les dernières recommandations disent de faire des pauses actives de 2 minutes toutes les 60 minutes. Donc il faut se lever, il faut faire l'exercice, il faut marcher, mais il faut vraiment faire attention et couper ces moments de sédentarité pour éviter les effets néfastes pour la santé. Au-delà de l'aspect physique et dans une période sans précédent, le sport peut aussi empêcher de sombrer moralement. L'activité physique impacte nos hormones, notamment le dopamine et l'endorphine. Et donc ces hormones-là ont un impact bénéfique sur notre état psychologique, donc ça peut évidemment aider pendant ce temps de crise sanitaire. Avant de vous remettre au sport ou de reprendre une activité physique soutenue, il est toujours plus prudent de consulter un professionnel de santé. Merci d'avoir suivi avec nous cette heure d'information. Très belle soirée à tous. Quant à moi, je vous dis à demain.